Alors? Ouais, c'était pas mal. Pas mal? Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de respecter les avis de tout le monde? Et je vais pas respecter les avis de merde aussi! Pas mal, je t'en foutrais, moi. Du coup, on regarde la suite? Quoi? Bah t'as dit que c'était une trilogie, je veux savoir comment ça finit, moi. Si le deuxième était meilleur que le premier, le troisième doit être bien. Spider Trooper, ça va? Bon, ok, on n'est pas obligé de regarder le troisième, j'ai compris. Non, il va falloir. Si tu l'aimes pas ce film, on n'est pas obligé. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il y a un ennemi invisible qui manipule mes voyages à travers le multivers. Oui, tu me l'as effectivement déjà dit, du coup je vois pas pourquoi tu le réexpliques. Non, c'est pour les viewers qui prennent en cours de route. Les quoi? Les personnes qui n'ont pas vu les épisodes précédents et qui devraient suivre le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. C'est quoi ça? C'est rien, concentre-toi un petit peu. J'essaye. Alors vas-y, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on doit regarder Spider-Man 3 et c'est quoi le rapport avec le mec qui nous empêche de rejoindre la dimension où des millions de Mary Jane Watson courent nus dans les champs? Très belle exposition. Je suis photographe. Cette personne m'a envoyé dans une dimension où la trilogie de Sam Raimi n'existe pas, ce qui a causé la mort de Spider-Muscle au passage. Paix à ses muscles. Paix à ses muscles. Je pense que la seule façon de retracer son signal, c'est de parler de Spider-Man 3. Ah? Et d'où tu sors cette conclusion? Je suis extrêmement intelligent. C'est rarement un bon signe de devoir le dire à haute voix. C'est rarement un bon signe d'être le seul Peter Parker sans super pouvoir, Spider que dalle. Ce surnom est très blessant. On a assez perdu de temps, pas le choix, on doit résumer Spider-Man 3 en vitesse. Ah mais tu comptes pas expliquer en fait. Le film s'ouvre sur un générique de PS3 nous montrant des images de deux très bons films Spider-Man, histoire de bien stimuler nos attentes. On retrouve Peter Parker qui se fait bolosser par DCP mais qui reste heureux parce que Spider-Man n'a jamais été aussi populaire. Oh bah tiens, Gwen Stacy est jouée par la meuf de Jurassic World, qui a également réalisé les épisodes du Mandalorian. Info gratuite mais qui fait plaisir. Peter arrive à trouver le temps pour aller voir MJ faire de magnifiques playbacks sur Broadway. J'ai trop du cul qui baille. Harry est également présent dans les galeries du théâtre, une particularité architecturale qui n'existe que pour donner un air sinistre aux antagonistes. Peter essaie de s'expliquer avec lui au sujet de la mort de son père, mais Harry n'en a que faire. Par contre, il a offert des fleurs à MJ. Cette dernière avoue ne pas avoir confiance en sa performance, mais Peter lui dit qu'elle était parfaite. Un avis très objectif venant d'un mec qui est amoureux d'elle depuis la maternelle. Pendant ce temps, dans le manoir glauque des Osborn, Harry s'injecte le sérum du bouffon vert, mais à la place du vieux planeur de son père, il a un snowboard, car c'est un Jones trop cool et stylé. Wesh la mif. On notera que le sérum ne fonctionne que si tu es torse nu. Très beau caleçon. Peter et Mary Jane font le rencard le plus flac du monde à Central Park. Sérieux, l'identité secrète, ils s'en battent les couilles. Et ils sont trop heureux et tout mignons. Ce qui, en langage narratif, veut dire que ça va très vite partir en gonade. Quand soudain, une météorite. Le symbiote créature alien sort de la météorite et s'accroche à la plaque d'immatriculation du scooter de Peter. Ah bah 3 points sur le permis ça hein. Au même moment, un prisonnier s'enfuit à travers les rues de New York poursuivi par les flics les moins motivés du monde. Nous poursuivons des criminels. Ce prisonnier c'est Flint Marko qui possède une petite fille malade. C'est comme la soupe en sachet, ajoutez un peu d'eau et vous avez un vilain tragique instantané. Il est en prison pour avoir volé de l'argent afin de payer le traitement de sa fille. Vous appelez ça un larcin, les Américains appellent ça la sécurité sociale. Sa fille lui donne un pendentif et Marko nous indique subtilement ce qu'on devrait penser de lui. Not a bad person. Peter rend visite à sa tante May en plein milieu de la nuit sans prévenir ce petit con et lui annonce qu'il va demander MJ en mariage. Tante May lui donne alors la bague avec laquelle l'oncle Ben avait fait sa demande et c'est quoi le problème avec la poussière là? Immédiatement en sortant, Peter est attaqué par le bouffon vert junior car ce film n'a pas le temps. Cette scène est très moche. Je pense que tout le budget est parti dans le plan Frodon qui est le seul potable du combat. Harry poursuit Peter et... Encore. Peter emmène Harry à l'hôpital et le père de Gwen Stacy est dans ce film. Qui fait-il? Rien du tout. Marko est pourchassé et se réfugie dans un centre de recherche à ciel ouvert, comme on en trouve à chaque coin de rue de New York, je suppose. Grâce aux scientifiques les moins rigoureux du monde... mais y a un mec dans le bassin. Marko est désintégré. Harry se réveille à l'hôpital et il souffre d'une amnésie de film. C'est un symptôme d'une maladie qui s'appelle la facilité d'écriture aiguë. Harry a tout oublié de ce qui le faisait détester Peter et ce dernier n'a donc plus à assumer ses grandes responsabilités. C'est pratique. Le jeune Osborn en profite également pour spoiler la fin du film. My best friends. I'd give my life for them. Et le lendemain, on a droit à l'une des rares scènes réussies du film quand Marko se reconstitue et devient l'homme sable. Et attention, plan narine. MJ débarque chez Peter qui habite toujours dans son studio. Et ils auraient pu emménager ensemble, non? L'appart de MJ est quand même moins délabré. Bref, une critique négative sur sa pièce à Broadway l'a complètement anéanti. Un conseil MJ, ne te lance jamais sur YouTube. Peter ne trouve pas les mots pour la réconforter, mais une alarme de police lui permet d'éviter l'engueulade. En effet, une grue est en train de tomber d'un immeuble. Dans les bureaux en face, Gwen Stacy est justement en train de faire un shooting photo avec un photographe lubrique et dérangeant. Un photographe quoi. On notera les superbes réflexes de Gwen. L'instinct de survie.
Pourquoi faire? La grue s'acharne contre Gwen en particulier, et au sol, Topher Grace fait son apparition dans le rôle d'Eddie Brock, marquant l'instant précis où ce film a désormais trop d'antagonistes pour son bien. Heureusement Spidey arrive et sans déconner cette grue veut la peau de Gwen Stacy. Notre tisseur sauve la jeune fille, et la grue, qui était quand même le danger principal de cette scène, arrête d'exister dès qu'elle est hors champ. Non, sans déconner, on la voit ni tomber ni s'arrêter de tomber. Elle a juste quitté l'existence. Je pars pour un monde meilleur! Eddie prend Spidey en photo et lui annonce qu'il remplace Peter Parker au Daily Bugle. On rejoint alors JJJ qui est toujours la meilleure chose du film, mais maintenant c'est facile, y a moins de mérite. Jameson promet un poste fixe à qui pourra lui rapporter une photo de Spider-Man en plein acte criminel. Pendant ce temps, chez les Osborn, Peter raccompagne Harry dans son manoir et lui offre un ballon de basket en souvenir de la fameuse scène du premier film. Mais non, mais ça c'est dans le reboot. Cet élément sort donc de nulle part. Toutefois, ce ballon nous permet de découvrir qu'Harry a perdu la mémoire, mais pas ses pouvoirs. MJ se fait remplacer dans son rôle, ce qui crée un parallèle intéressant avec l'arc de Peter et Eddie. Ah, on me fait signe que le film n'explorera pas cette piste, ok? Spider-Man va recevoir les clés de la ville, ce qui saoule terriblement MJ. N'oubliez pas les enfants, trouvez quelqu'un qui déteste votre passion et vous jalouse. C'est ça l'amour. Harry rejoint Mary Jane et elle lui dit qu'elle a été virée, ce qu'elle n'a pas été capable d'avouer à Peter. N'oubliez pas les enfants, trouvez quelqu'un qui ne communique pas avec vous. C'est ça l'amour. Je commence à me demander si c'est pas MJ la pire personne du... L'homme sable arrête Peter avant qu'il n'enchaîne sur une leu-leu en attaquant un convoi monétaire. Spider-Connard part à sa poursuite et il balance les gardes de l'air de rien. Soit ils sont morts éclatés sur le bitume, soit ils ont rejoint la grue dans le monde merveilleux du hors-champ. Pendant que les gardes s'envolent vers d'autres cieux, l'homme sable s'échappe. Ce soir-là, Peter a réservé une table dans un restaurant français. Bonsoir. Le serveur français est joué par Bruce Campbell. I am French. Et je mentionnais que c'était français. Oui. Bonne chance. Bonne chance. Et non, un vrai français ne dit ni bonne chance ni bon chance parce que ça porte malheur. Répétez après moi les enfants, il faut dire merde. MJ arrive donc au restaurant de très bonne humeur. Et Peter décide de servir du melon en entrée. I don't know, I guess I've become something of an icon. Tiens, Gwen Stacy est là aussi apparemment. MJ découvre que Gwen est la partenaire de labo de Peter et qu'il ne lui a jamais parlé d'elle. Innocemment, Gwen demande à Peter une photo de son baiser avec Spider-Man. Peter, lui, ne semble pas plus gêné que ça et se prépare tranquillement à faire sa demande en mariage. Ce gros con. Furieuse, MJ se barre avant même qu'il ne puisse poser sa question. Et c'est bien fait pour sa gueule. Soudain, le scénario appelle Peter. Le père de Gwen fait une petite pause exposition au milieu du film pour nous expliquer que tout ce qu'on pensait vrai était en réalité faux. L'oncle Ben n'a pas été tué par le mec du premier film que Peter a défenestré, mais par Marco, ce qui aurait pu être un développement intéressant si le film avait le temps de l'explorer correctement. Mais ce film a trois méchants. MJ vient voir Peter parce qu'elle s'inquiète, ayant appris de la part de Tante May ce qu'ils viennent de découvrir. On découvre dans ce dialogue que Mary Jane sait ce qui s'est passé avec le premier mec et qu'elle couvre donc Peter depuis. Ce dernier lui répond en l'envoyant gentiment chier. Rongé par la vengeance, il passe la nuit à écouter la radio dans l'espoir de repérer Marco. Mais lorsqu'il s'endort, il est attaqué par le symbiote. Et c'est moi où le thème de Venom est identique à celui des X-Men. Le symbiote fusionne avec Peter et on est seulement à la moitié du film. Vous sentez venir le backlash de Venom? Il emmène immédiatement un échantillon du symbiote au professeur Connors parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut expliquer ce que c'est. C'est quoi? On dirait un symbiote. Il rend les organismes violents et très méchants. Et comment vous savez ça? Alors il se trouve que... On n'a pas le temps! L'homme sable a été repéré. Spider-Man hésite puis sort le costume noir de son coffre et décide de le mettre. Pourquoi le costume noir était dans un coffre et pourquoi Peter hésite? Arrête de poser des questions. L'homme sable et Spidey se battent dans le métro et on découvre que l'eau est le point faible du super vilain. Spidey détruit les canalisations, coupant ainsi l'accès à l'eau potable de millions de New-Yorkais, et l'homme sable est emporté par le courant. Peter pense qu'il vient de le tuer. Dans son miroir, il découvre une part d'ombre que personne ne souhaite voir. Effrayé par cette vision d'horreur, il enferme son costume noir dans un coffre et décide de ne plus l'utiliser. Ah mais c'était ça, ce film est écrit à l'envers. Peter annonce à Tante May que Spidey a tué l'homme sable et celle-ci confond visiblement Spider-Man et Batman. Spider-Man doesn't kill people. Elle explique à Peter que la vengeance peut rendre les gens monstrueux. De son côté, MJ est forcée de reprendre un travail dans un jazz club en tant que chanteuse-serveuse. Au lieu d'appeler Peter pour se confier, elle appelle Harry. Et vu comme Peter la traite, moi je la comprends. Harry et MJ lancent une chaîne de cuisine et de danse, mais je suis désolé, aucun des deux n'a l'ego assez solide pour la section commentaires de YouTube. Ils finissent par s'embrasser, mais MJ interrompt le baiser et s'en va car elle vaut mieux que Peter. Sous le choc, Harry souffre de sa facilité d'écriture aiguë et retrouve soudainement la mémoire. Il attaque Mary Jane et la fait chanter. Prends-le-moi la nuit. Non, pas comme ça. MJ doit quitter Peter, sinon Harry le tuera. Pour le sauver, Mary Jane est forcée de lui briser le cœur. Ce qui est très difficile parce que ça nécessite de supporter cette expression faciale de Tobey Maguire. Peter sort sa bague de fiançailles et MJ est forcée de mentir et de lui dire qu'elle aime quelqu'un d'autre. Harry observe la scène, fier de lui. Il retrouve Peter dans un café et lui dit que MJ a caché son renvoi de Broadway, puis que c'est lui l'autre homme qu'elle aime. Brisé, Peter s'en va et Harry savoure sa tarte. So good.
Au bout du rouleau, Peter se laisse sombrer. Il plonge dans les ténèbres et devient le monstre que personne n'aurait voulu voir. Imo Peter Parker. Il retrouve Harry chez lui et les deux commencent à se battre. Peter l'emporte et lui dit que son père ne l'a jamais aimé. Et patate de forain! Harry lui lance une grenade que Peter renvoie. Et grenade de forain! Peter découvre une photo de Spidey en train de voler de l'argent, mais heureusement le Daily Bugle crédite ses photographes. C'est Eddie Brock qui a fait le coup. Peter révèle qu'il s'agit d'un montage et fait renvoyer son rival qui jure de se venger, alors que c'est clairement sa faute à lui, il a grugé, il s'est fait prendre, bien fait pour sa gueule. Et c'est là que le film commence à vraiment être émotionnellement dur à regarder, puisque c'est le fameux montage d'Imo Peter Parker. Alors on a plein de scènes qui nous montrent que Peter est devenu méchant et trop dark. Vous voulez une preuve qu'il est méchant? Il mange des cookies au téléphone! Monstre! Et il demande à être payé correctement pour son travail! Monstre syndicaliste! Je pense qu'on est tous comme cette meuf devant ce montage. Oh mon dieu, pourquoi? Le film réalise alors qu'il a déjà duré 1h30 et décide donc de ressusciter l'homme sable. Peter décide d'emmener Gwen Stacy en rencard au jazz club où bosse Mary Jane. Eddie le suit à la trace car il reste encore un super vilain à établir dans cette histoire. MJ commence son show mais Peter s'incruste au piano. Ah, et évidemment... il se met à danser sur les tables et il pique le cocktail d'un type, ce qui n'est pas du tout Covid. Pour une raison qui m'échappe, les gens du jazz club apprécient ce qui se passe. Je pense qu'ils sont tous sous MD. Peter invite Gwen à danser sous les yeux de MJ. La jeune fille n'apprécie pas d'être utilisée comme un accessoire pour rendre Mary Jane jalouse et décide de partir et de s'excuser auprès d'elle. Mais Peter n'en a pas fini de torturer son ex. Il cherche la merde au vigile et commence à se battre, puis dans la bagarre... Peter réalise alors à quel point être trop dark fait de lui un monstre et décide d'aller se débarrasser du symbiote dans une église, non pas par ferveur religieuse, mais parce que le film a pris beaucoup de temps pour établir que les vibrations sont le point faible de Venom. Comme de par hasard, Eddie est en train de prier dans la même église et reçoit le symbiote. Venom apparaît donc à 1h45 de film, je suis sûr qu'il y aura tout le temps nécessaire pour en faire un méchant mémorable, lui et les deux autres. Peter s'est débarrassé de son imotude et va rendre visite à Tante May. Il lui dit avoir blessé MJ et elle lui répond que c'est pas grave parce qu'au fond elle sait que c'est quelqu'un de bien et l'important c'est qu'il se pardonne lui-même. Alors, non. Soudain, Venom tombe sur l'homme sable parce que le scénario. Et les deux s'allient pour tuer Spidey, parce que le scénario également. Je veux juste sauver ma fille malade, je suis pas un méchant. Tu veux pas juste un petit peu tuer quelqu'un? Oh bah si c'est qu'un petit peu. MJ se fait kidnapper par Venom et le scénario a tellement abandonné que Peter l'apprend via un bulletin télé. Il récupère son vieux costume et Venom lui a laissé un message. C'est très moche. On va pas se le cacher, c'est très moche. Harry n'est pas mort, on est content de l'apprendre. Peter lui demande son aide pour sauver MJ qui attend patiemment dans son taxi, y a rien qui presse. Défiguré, mais pas trop parce qu'il faut quand même qu'on voit le visage de James Franco au prix où on le paye, Harry refuse. Le Alfred de Harry, qui s'appelle Bernard, décide alors de lui avouer ce qu'il sait sur la mort de son père. Alors c'est très bien Bernard, mais pourquoi t'as attendu 2 films ? Je suis vieux. Patientant tranquillement dans son taxi, MJ tombe soudain dans le vide, parce que le scénario a repris. Spidey prend la pause devant le drapeau américain avant d'intervenir. Venom l'attaque et ses dialogues attaquent le bon goût du public. Ooh, my spider sense is tingling. Il retire le masque de Spidey pour qu'on profite de son visage et MJ lui balance un parpaing de forain. Bagarre, c'est moche, voilà. Peter pourrait sauver MJ, mais il prend le temps de remettre son masque et l'homme sable se transforme en géant pour lui bloquer le chemin. MJ tombe dans le vide pour la 1000e fois avant de se rattraper. Spidey la rejoint, mais Venom l'interrompt et cette scène commence à devenir très répétitive et lassante. Venom immobilise Spidey pendant que l'homme sable le pilonne et oh mon dieu, un taxi va tomber sur MJ. Heureusement, une journaliste est là pour nous décrire ce qu'on est déjà en train de regarder. Si, c'est ça le conseil d'écriture. Tell don't show. Le film aimerait bien nous faire croire que Spidey va mourir. Alors à main levée, qui y croit ? Quand soudain, une grenade éclate dans la face de l'homme sable et les deux figurants les plus convaincants du monde y réagissent. Harry fait une Han Solo et sauve Peter au dernier moment. Puis les deux amis affrontent les deux monstres. Et oh mon dieu, un taxi va tomber sur MJ! Puis MJ va tomber dans le vide! J'ai mentionné que ce climax était répétitif et lassant. Peter et Harry la sauvent et les deux amoureux se jettent le fameux regard qui en langue scénaristique signifie « Tous nos problèmes de couple sont réglés désormais ». Bagarre, c'est moche. Harry gagne contre l'homme sable parce qu'il ne reste que 10 minutes de film et Peter se retrouve seul face à Venom, forcé de subir ça. I like being bad. It makes me happy.
Harry intervient au dernier moment, ce qui doit faire le 5e dernier moment déjà, et bim! En se ramassant la tronche, Harry fait tomber une pile de tubes en scénarium. Peter comprend que les vibrations sont le point faible de Venom, mais comme le film nous prend pour des gros débiles, on a quand même un petit flashback pour expliquer. Venom s'apprête à empaler Peter, mais au 6e dernier moment, Harry s'interpose et fait une Dark Vador. Après tous ces événements pompés à Star Wars, Peter essaye d'utiliser la force avant de se rappeler qu'il peut lancer l'étoile. A l'aide des tubes en scénarium, il vainc Venom et l'achève d'une grenade bien placée. C'est alors que l'homme sable observe la scène en silence, parce que le film est fini. Il explique à Peter qu'en fait, il est pas méchant, il est gentil, et la mort de l'oncle Ben, eh ben c'était un accident. Ça ne te pardonne pas. Et ma fille est malade. Ah bah ça va alors. Peter pardonne l'homme sable, puis Thanos claque des doigts et il est emporté dans le monde merveilleux du hors-champ. J'arrive, Gru. Durant cette scène, Harry attendait patiemment son tour de mourir. Peter s'excuse d'avoir été la pire personne avec lui. Sérieusement? Et Harry décède, tragiquement. Non mais comment voulez-vous que je sois dans l'émotion en voyant cette tronche d'anus? Harry est enterré et Gwen Stacy est invitée à l'enterrement apparemment. Faut croire qu'ils se connaissaient, même s'ils sont dans aucune scène ensemble. Le film se termine dans le jazz club. Prends-moi entre les fesses. Où Peter et MJ se réunissent et dansent, puisqu'ils se sont adressés le regard qui veut dire que tous leurs problèmes de couple sont résolus désormais. Fin. Et toujours pas de scène post-générique. Et voilà pourquoi Spider-Man 3 est généralement reconnu comme un film daubé du fion. Cool, donc tu vas le défendre? Ça va pas la tête? Bah la dernière fois t'as expliqué qu'il fallait accepter les critiques sur les films qu'on aime, alors tu pourrais appliquer la même morale à un film que t'aimes pas. Oui, mais il est nul. Oui, mais c'est ton avis, c'est subjectif. Ah non, il est à chier, tout le monde le dit sur internet. Ah oui, tout le monde le dit, ce fameux argument toujours valide. Non mais y a qu'à voir les mêmes. Qu'est-ce que c'est? J'ai retrouvé son signal. Accroche-toi, on va dans sa dimension. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher ma brosse à... On est à Manhattan? C'est pas n'importe quelle Manhattan, c'est celle de Sam Raimi. Alors vous m'avez retrouvé. Je savais que ça pouvait être que toi. C'est qui lui? C'est Imo Peter Parker. Vous n'atteindrez jamais la dimension des millions de Mary Jane Watson qui courent nues dans les champs. Elle m'appartient. T'es nul! Oh, je suis bien pire que nul. Je suis mémétiquement nul. Mémétique quoi? Tu sais pourquoi Spider-Trooper ne veut pas défendre Spider-Man 3? Parce qu'il l'aime pas? Parce que c'est un film à même. Peu importe l'analyse qu'il en fera, je dominerai toujours ses arguments. Alors je sais que ça commence à devenir une habitude, hein, mais je suis complètement paumé là. Laisse-moi expliquer. Commençons par définir ce qu'est un mème. On est en 2020, tout le monde sait ce que c'est un mème. Bah moi je sais pas. Tu es une déception constante. Défini à l'origine par Richard Dawkins, un mème est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation. Sa racine vient du grec mimesis, qui a donné en français le terme mimétisme par exemple. Mais c'est sur internet que les mèmes, ou memes, ont réellement trouvé leur place. Dans un monde où tout va vite et où la concision est aussi importante que la vitesse de propagation, les mèmes sont un outil de communication essentiel. Une phrase, une image, une vidéo, une musique, tout peut devenir un mème à une seule condition: être facilement compréhensible, réplicable et modifiable. Les mèmes sont devenus des armes de choix en politique et dans le marketing, mais ils permettent également la création de véritables communautés sur les réseaux sociaux. Ils sont effectivement devenus un moyen de communication à part entière sur la toile. Et parmi les domaines les plus propices aux mèmes, on retrouve évidemment la pop culture. Les films populaires, les blockbusters et les séries à succès sont une véritable mine d'or pour les mèmes. D'accord, et pourquoi on parle de ça en fait? Parce que Spider-Man 3 fait pas exception à la règle. Même s'il est sorti en 2007, il a tellement marqué l'imaginaire populaire que les mèmes persistent. Et l'un de ces mèmes, c'est Imo Peter Parker. Bah c'est cool, au moins les gens se souviennent du film. C'est là que tu te trompes, Spider-Cadal. Mais sérieux, les gens se souviennent des mèmes. Et c'est pour ça que ce cher Spider-Trooper ne peut pas en parler. On peut pas critiquer un film mimétique comme Spider-Man 3 parce que dès qu'on aborde le sujet, la conversation est dominée par les mèmes. C'est plus facile de retenir les mèmes sur le film que le film en lui-même, ça prend moins de place. Et c'est comme ça que les mèmes transcendent les œuvres dont ils sont issus. À force de répétition, de partage, de mimétisme, y a plus de gens qui ont vu les gifs dans lesquels je danse que de gens qui ont vu Spider-Man 3. Donc dans la conscience populaire, on se souvient du film à travers les gifs et pas pour ce qu'il est. C'est là toute la beauté de la chose. C'est devenu mon film. Les mèmes sont les ennemis de la nuance. Ils empêchent d'avoir un propos mesuré parce qu'ils imposent une grille de lecture. Tu peux parler du film autant que tu veux, tout ce que les gens auront en tête, c'est cet abruti en train de danser. Donc tu vas même pas essayer. Juste parce que des gens se partagent des images marrantes du film, tu peux pas en parler. Oh mais c'est bien plus que ça. Parce que Spider-Man 3 est mémétiquement mauvais. Mémétique quoi? Le fait que le film est mauvais, c'est un mème en soi, c'est une cible facile. Tu veux faire une comparaison pour dire qu'un film est raté, tu dis il est comme Spider-Man 3. Allez, dis-lui comment c'est devenu un exemple de film raté. C'est un des films sur lesquels c'est le plus facile de taper quand on fait des analyses ou des critiques sur internet. Attends, tu veux dire qu'il ne peut pas en parler parce qu'il l'a lui-même utilisé pour des punchlines faciles. Après tout, pourquoi pas? Tout le monde le fait.
Y a aucun risque à cracher sur Spider-Man 3 parce que l'opinion publique est de ton côté. Peu importe ce que vaut vraiment le film. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas en parler et encore moins le défendre. C'est des conneries. C'est pas parce que tu t'es moqué du film à un moment donné que tu peux pas en parler justement après coup. On a le droit de changer d'avis, de revenir sur nos positions, non? Arrête ça immédiatement! Si le problème des mèmes c'est que ça crée une vision faussée du film qui lui donne mauvaise réputation, la question à se poser c'est est-ce que cette réputation est méritée? Non! Ok, alors on va se demander si Spider-Man 3 est aussi mauvais que les mèmes le laissent entendre. Ah! Tout le monde sait qu'il est mauvais. Les mêmes sortent pas de nulle part, même Sam Raimi dit qu'il est nul. Le film a été une déception et il mérite sa réputation. C'est faux. À sa sortie, le film a été un succès critique et commercial. Il a battu des records de box-office. C'est seulement a posteriori qu'il a eu sa réputation. À cause des mèmes qui l'ont descendu. Donc t'es en train de dire que c'est un bon film? Qu'il a pas été charcuté par des producteurs trop avides d'antagonistes? T'es en train de dire que t'aimes Spider-Man 3? Non, je le trouve à chier. Je préfère ça. Mais il est bien meilleur que la réputation qui se traîne. C'est un mauvais film avec une mauvaise réputation. Évidemment qu'il la mérite. C'est un film médiocre avec la réputation d'un échec total. Si on écoutait internet, tout serait acheté dedans. Mais ce serait malhonnête. Il y a des choses qui marchent malgré les défauts et les ficelles scénaristiques. La naissance de l'homme sable, c'est une super scène qui méritait juste d'être dans un film à sa hauteur. Il faut trouver ce qui marche dans ce film pour comprendre ce qui marche pas. Et on peut pas faire ça si on accorde du crédit à la réputation mémétique de Spider-Man 3. C'est pas juste ton film, Imo Peter Parker. Ah! Et alors? Tout le monde s'en souvient comme du film où je danse mal et où j'ai l'air ridicule. J'ai déjà gagné. Je choisis pas mes combats pour gagner, mais parce qu'ils valent la peine de se battre. Spider-Man 3 est plein de bonnes idées. L'homme sable, comme j'ai dit, mais aussi son histoire avec l'oncle Ben. La réécriture de sa mort. C'est un foirage total. L'exécution est mauvaise, mais l'idée est bonne. C'est ça qui est intéressant quand on aime les histoires. Voir comment on peut rater la mise en place d'une bonne idée. On apprend beaucoup plus en essayant de chercher les bons aspects qu'en traitant le film comme quelque chose qui ne mérite aucune considération. Oh, alors éclaire-moi, je t'en prie. C'est quoi ces bonnes idées? Et pourquoi elles échouent? Y a plein de bonnes idées. L'arc de rédemption de Harry est une bonne idée. C'est l'un des plus gros fils rouges de la trilogie. Donner à Mary Jane des difficultés dans sa carrière pendant que Spider-Man est au sommet de sa popularité, c'est un parallèle intéressant. Que Harry fasse chanter MJ pour briser le cœur de Peter et nous montrer sa part d'ombre, ça permet d'exploiter le personnage sous un nouvel angle. Ouais, et tout ça c'est raté. Ouais, à cause de toi. Oh, je suis flatté. Enfin, pas vraiment à cause de toi, mais à cause de Venom. C'est le plus gros reproche qu'on peut faire au film. À cause d'un des producteurs qui voulait à tout prix inclure Venom dans le film, il y a plus le temps pour exécuter toutes les bonnes idées qui étaient là. Et encore, si ça avait été un sacrifice pour pouvoir intégrer un méchant iconique et réussi, ça aurait pu valoir le coup. Parce qu'il y a des bonnes idées. Réimaginer Eddie Brock comme un rival de Peter Parker pour créer des parallèles entre les deux, c'est une bonne idée. Mais elle ne peut pas être torchée dans les 20 dernières minutes du film. Sam Raimi ne voulait pas de Venom, et il a dit qu'il ne comprenait pas ce personnage. On l'a forcé à l'intégrer dans le film qu'il voulait faire, et le résultat c'est que Venom et le film sont bâclés. Il aurait fallu un film dédié pour rendre hommage à Venom, et ça aurait pu être un très bon film aussi. Spider-Man 3 est surchargé et il n'a pas le temps de traiter ses idées correctement. Ce qui fait qu'on peut deviner derrière le film qu'on a eu le bien meilleur film que Raimi voulait faire à la base. C'est pas simplement un mauvais film, c'est une créature de Frankenstein réanimée avec les parts de deux films qui n'auraient jamais dû être fusionnés. Si on jette Spider-Man 3 parce que c'est soi-disant un échec total, on passe à côté du potentiel qu'il avait. On passe à côté des leçons qu'il peut nous apprendre sur la narration, sur le cinéma, sur le processus créatif. Si on s'arrête au même, on s'interdit d'apprendre. Magnifique. J'ai failli verser une petite larme avec toutes ces niaiseries. Pour défendre ton film préféré, t'avais mis tout ton cœur, et là c'est tout ce que tu trouves. Il est pas si nul, vous êtes juste méchant. Pathétique. Le sens d'araignée, tu connais? Vous êtes ridicules tous les deux. Vous savez ce qui se passe quand on choisit des combats qui valent la peine de se battre plutôt que des combats qu'on peut gagner? On perd. C'est impossible! Tu peux pas battre un mème! Y a une façon de battre un mème de forceur. En utilisant un mème encore plus forceur. Y a pas de mème plus forceur que moi! C'est là que tu te trompes, Imo Peter Parker. Non. Parce que personne ne force plus que les fans de JoJo's! Non. Pour Spider-Man! Non! Tu ne le sais pas encore, mais ton mème est déjà mort. C'est pas la bonne référence. Toutes mes références sont bonnes. Et tu sais qui d'autre est bonne? Pitié, fais pas cette blague. Mary Jane Watson et les millions de versions d'elle qui courent nues dans les champs. Il l'a faite. Je peux savoir ce qui te fait rire? Tu crois que je suis la seule version de nous qui t'empêche d'atteindre cette dimension? Non. Il reste des films Spider-Man à traiter. Non. Il y a d'autres Peter Parker. Le retour du Jedi! J'ai la ref.
Salut Shieldtroppers, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Actuellement il fait 2 degrés dans mon grenier, j'ai très froid. Et on termine donc cette mini-série sur la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Oui je sais, il reste encore 1000 films Spider-Man, mais je vais pas tous les faire d'un coup non plus parce que je vais saturer, vous allez saturer, YouTube va saturer, c'est pas la peine. Donc les prochaines éruptions cérébrales seront sur d'autres sujets, mais ne vous inquiétez pas, un jour on viendra à Amazing Spider-Man, Into the Spider-Verse, MCU, tout ça. Je pense que des mini-séries de 3 épisodes consécutifs sur un sujet aussi proche, c'est le maximum. Après ça devient un peu lourd. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de sonner la cloche comme Quasimodo, mais en plus beau. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, partagez, toutes ces choses qui peuvent me soutenir la vidéo, soutenir la chaîne. Il y a également Tipeee et Utip pour un soutien financier. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tropper, out.